Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actus intéressantes cette semaine-ci, on a des actus un petit peu polémiques aussi avec Gigabyte qui a fait un petit peu n'importe quoi avec des alimentations, vous allez le voir. On a aussi des actus au niveau processeur, on a des news notamment au niveau d'Alder Lake de chez Intel et aussi des prochains processeurs d'AMD, donc ça c'est plutôt intéressant. Et encore d'autres actualités. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, comme ça vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par MemoWatch, une marque de Xiaomi. Et je vous propose justement de jouer à un petit jeu. Je vais vous donner les specs et vous devez deviner le prix de cette smartwatch. Elle est équipée d'un écran 1,69 pouces, nice, que vous pouvez personnaliser avec plus d'une cinquantaine de watch face, et d'autres seront rajoutés dans le futur. Avec, vous pouvez mesurer votre taux d'oxygène dans le sang, traquer votre rythme cardiaque, ainsi que suivre votre sommeil pendant la nuit. Quand vous faites du sport, il y a 13 modes différents selon les exercices que vous pouvez faire, que ce soit de la marche, du vélo ou de la course. Vous avez même un système d'AI qui entre en compétition avec vous pour vous motiver. Elle est waterproof évidemment, et supporte l'intégration Alexa ainsi que les notifications qui viennent de votre téléphone. Vous pouvez choisir par exemple si vous voulez des notifications de Discord ou n'importe quelle autre application et vous les recevrez directement sur votre smartwatch. Et elle fonctionne d'ailleurs sur Android ou iOS. Et la montre aussi allume automatiquement son écran dès que vous levez votre bras, ce qui vous permet d'avoir une batterie qui dure jusqu'à 10 jours de long. Et maintenant pour la dernière spec, la plus impressionnante, son prix qui est de 39,99$ ou 42,99$ si vous prenez la version avec 2 bandes. Du coup, n'hésitez pas à découvrir cette MemoWatch en suivant le lien dans la description si vous aussi vous pensez qu'une smartwatch ne doit pas coûter cher. Commençons par la première news justement qui concerne Gigabyte, elle est plutôt intéressante. C'est une affaire qui dure depuis pas mal de mois. Ça a commencé en 2020, pour vous resituer. Ça a commencé quand Newegg, qui est un site américain un petit peu comme LDLC, enfin bien qu'ils ne sont pas comme LDLC, genre avec les techniques de cartel et ils rachètent pas leurs concurrents. Bon, un petit peu comme LDLC au niveau du fait que c'est un gros site américain et que tout le monde les connaît forcément. Et du coup, ils ont fait un programme où tout simplement, ils vendaient des cartes graphiques pendant la crise des cartes graphiques en bundle avec d'autres composants pour profiter un petit peu certainement. Et puis peut-être pour diminuer l'intérêt pour les mineurs, peut-être éventuellement, même si c'était pas très... Voilà, ça n'allait pas énormément diminuer l'intérêt, mais bon, ils l'ont fait pendant un moment. Et un des articles qu'ils vendaient avec justement ces cartes graphiques, c'était des alimentations de chez Gigabyte, dont 2 alimentations en particulier, une de 750 watts et une de 850 watts. Alors, on parle même pas forcément d'alimentation pas chère ici, c'est des alimentations qui sont considérées comme plutôt haut de gamme en réalité. Donc, vous devriez vous dire, oh, ok, ils forcent les gens à les acheter, mais ça va encore, c'est pas des alimentations mauvaises. En réalité, elles sont mauvaises. Donc, déjà, les gens n'étaient pas contents d'être forcés d'acheter ces alimentations pour avoir leur carte graphique, forcément. Mais en fait, ils se sont vite rendus compte qu'il y avait des problèmes avec ces alimentations. Donc, vous avez Gamer Nexus, qui est une chaîne que je recommande fortement. C'est en anglais toutefois, mais ils font beaucoup d'analyses comme ça. C'est certainement l'une des meilleures chaînes, je trouve, à ce niveau-là. C'est eux qui avaient fait tous les tests au niveau du NZXT H1 notamment, et qui avaient prouvé que ça pouvait prendre feu. Eh bien, ils ont fait justement des tests au niveau de ces alimentations. Donc, c'est des tests qui ont duré des mois. Ils ont collecté pas mal d'exemplaires qui datent de 2020, mais aussi des exemplaires qui datent jusqu'à mai 2021. C'est très important, ça. Et ils ont découvert que oui, ces alimentations sont vraiment mauvaises. Et par mauvaise, c'est pas juste « Oh, elles n'ont pas une bonne efficacité ou autre chose ». Non, si vous les chargez trop longtemps, et même pas la capacité maximum qu'elles sont garanties normalement, hein, donc 850 watts ou 750 watts, elles peuvent littéralement mourir, genre juste cramer d'un coup. Donc vous avez un très bon résumé au début de cette vidéo-là de chez Gamer Nexus, justement. Voilà, ça fait basiquement ça. Vous voyez plusieurs images et YouTube a mis une image en noir. Merci YouTube. Voilà d'ailleurs la magnifique miniature. Bref, dans tous les cas, elles ont pété. Donc ils ont fait plusieurs tests. Il y en a plusieurs qui ont pété pendant des tests où ils branchent l'alimentation à un appareil qui est fait pour tester les alimentations, mais ils ont eu aussi une alimentation qui est morte et qui était connectée à un vrai PC et qui a même emporté avec elle une RTX 3080 de chez Gigabyte d'ailleurs. Donc c'est pour dire. Et du coup, Gamer Nexus a collecté, enfin ils ont collecté pendant des mois justement toutes ces autres données-là. Ils ont fait une autre vidéo. Ça c'est une vidéo réponse due à la réponse de chez Gigabyte. Parce que selon moi, vous avez beaucoup de marques qui font des erreurs. Mais le plus intéressant, c'est comment la marque y répond. Et là, on a la réponse.
Donc quand justement Gamer Nexus ils ont posté tous leurs trouvailles sur le fait que yep, il y avait des gros problèmes, ben, Gigabyte a répondu en gros que basiquement ouais non mais c'était des vieilles alimentations, vous voyez, genre elles dataient de v'là longtemps. Et puis après ils ont essayé de dire que non mais en fait les tests qu'ils ont fait c'était des tests pas du tout réalistes, hein. Ils ont testé avec des énormes charges pendant très longtemps, hein. Donc pas du tout réalistes. Et dans le principe ce serait vrai, genre vous pouvez prendre une très bonne alimentation de chez Be Quiet ou chez Seasonic, n'importe qui de 850 watts par exemple, vous la chargez à 1500 watts, elle va finir par avoir un problème. Après, normalement, ces genres d'alimentation ont des protections en fait. Si ça dépasse la capacité de l'alimentation, vous allez entendre un clic dans l'alimentation, elle va juste se couper. Ici, non, vous n'avez pas un clic, vous avez carrément quelque chose qui peut brûler littéralement. Et du coup, la défense de Gigabyte ici ne tient pas parce que leur protection n'est pas correcte. Ils ont mal implémenté leur protection justement où ça demande trop de courant. Et en plus de ça, leur alimentation ne tient même pas la charge indiquée en fait. Comme ils l'ont prouvé, ils ont testé avec une config avec une RTX 3080 et l'alimentation a quand même pété. Et ils ont même fait plusieurs tests de pas très longue durée. Des fois, ça a duré une demi-heure, même pas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Juste une demi-heure de test et ça a pété directement. Donc, yep, on peut le dire directement. Gigabyte a fait un petit peu n'importe quoi. Donc, c'est là que je dis que la réponse d'une marque est très importante. Par exemple, Gigabyte avait déjà fait un petit peu une bourde, hein, voilà quelques années avec les cartes mères en B450. Pour ceux qui se souviennent, c'était cartes mères pour AMD. Ils avaient mis des très mauvais VRM. Donc les tâches d'alimentation pour le processeur étaient très mauvais. Et du coup, ben, ça a donné des situations où littéralement la carte mère surchauffait, le processeur ne pouvait pas atteindre sa fréquence escomptée. Et il y avait pas mal de problèmes à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, pour la génération d'après, ils ont fait parmi les meilleurs VRM que vous pouvez trouver sur des cartes mères. Donc là, ils ont fait une bonne chose en quelque sorte, même si ça leur a pris du temps et une nouvelle génération de cartes mères. Mais bon. Mais ici, juste, non, ils sont en mode, non, non, c'est pas de notre faute, non, non. Nos alimentations marchent très bien, mais on va quand même les mettre à jour, hein. Ils ont même promis aussi de remplacer les alimentations défectueuses. Donc tu es en mode, il n'y a pas de problème, mais on va remplacer les alimentations défectueuses. Donc c'est un petit peu bizarre. Il n'y a aucun problème. Mais si vous avez un problème, on va tout rembourser pour vous, hein. Vous n'avez rien vu, hein. Donc c'est vraiment un petit peu ironique quand on y pense. Mais bon. Donc ouais, n'achetez pas d'alimentation Gigabyte. Voilà, juste je vous le déconseille fortement. Et vous pourriez vous dire, oh mais ça concerne les États-Unis, tout ça. Ces alimentations sont en vente en Europe. Donc ça c'est la page LDLC, notamment de la version 750 watts. Donc c'est les GP P750 GM et les GP P850 GM. Si vous voyez ces alimentations-là, évitez-les comme la peste. Et je dirais même évitez les alimentations Gigabyte comme la peste pour le moment, tant qu'ils ne fixeront pas tout simplement leurs problèmes. C'est fort dommage d'en arriver là, mais si Gigabyte fait... et il y a des gros problèmes basiques, hein, sur ces alimentations, donc si Gigabyte ne met pas l'effort pour faire une bonne alimentation, ça ne vaut juste pas la peine en fait. Et je tiens à préciser que c'est malgré que j'ai des contacts chez Gigabyte. Ils ont même fourni des pièces pour un futur guide de montage qui arrive bientôt sur la chaîne, mais je tiens à rester transparent là-dessus. Si une marque fait une bourde, ça je le dirai clairement. Et ça c'est une très grosse bourde, même vraiment très grosse bourde, parce que là on parle d'une config qui peut brûler ou genre être défectueuse, genre ça peut emporter des pièces avec l'alimentation, genre vous pouvez perdre votre carte graphique. Et les cartes graphiques sont déjà très dures avant en ce moment, donc oui, on va peut-être éviter. Donc voilà, si vous avez une de ces alimentations aussi, honnêtement, si vous êtes encore dans une période de rétractation, voilà, renvoyez-la tout de suite, prenez une autre. Franchement, elles sont mauvaises à ce point-là. Elles sont dangereuses, réellement. Et si vous en avez une qui est en dehors de cette période, malheureusement, contactez Gigabyte pour la faire remplacer, parce que normalement, ils ont un nouveau modèle qui est censé fixer le problème, donc essayez de la faire remplacer. Mais il y a clairement des gros problèmes ici. Ensuite, en parlant de choses un petit peu suspicieuses aussi, vous avez Fortnite, et plutôt Epic Games derrière aussi, qui a tout simplement copié Among Us. Donc ils ont fait un nouveau mode de jeu pour Fortnite qui est basiquement une copie d'Among Us. Donc je sais même plus c'était quoi le nom, mais en gros ouais, vous devez trouver l'imposteur dans un gameplay, enfin en 3D forcément ici, dans le monde de Fortnite quoi. Donc c'est un nouveau mode de jeu dans le jeu.
Et du coup, c'est juste totalement copié. Donc les développeurs d'Among Us, évidemment, n'étaient pas très contents. Surtout qu'ils ont dit, c'est ça le pire, c'est qu'ils ont dit, ça nous aurait vraiment pas dérangé de travailler en coopération avec Epic pour faire un mode Among Us sur Fortnite. Ils l'ont dit carrément, quoi. Et puis vous avez Epic qui fait juste, non, on va te piquer ton jeu et on va se faire plein d'argent. Et le truc, j'ai envie de dire, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est étonné? Parce que Fortnite, à la base, est un peu une copie. Il y a des idées nouvelles, hein, mais c'est un peu une copie de Battlegrounds PUBG, quoi. Donc PlayerUnknown Battlegrounds. Et il y a aussi des copies. Franchement, je pense que les développeurs de Fortnite jouaient à Minecraft PvP. Ils faisaient du PvP Minecraft et ils ont aussi joué à PlayerUnknown Battlegrounds. Ils ont vraiment mélangé les deux trucs. Ça y ressemble vraiment, si vous y regardez. Le fait de construire pour se protéger des tirs des ennemis, ça, c'était quelque chose qui a toujours été fait dans Minecraft, de mettre des blocs devant soi pour empêcher que des flèches nous touchent. Donc, ils ont vraiment mélangé ces deux aspects pour moi. Le fait de se soigner avec des items, ils ont plus copié la façon dont c'était fait dans Minecraft, justement, beaucoup plus rapide que dans PlayerUnknown, par exemple. C'est vraiment une. Pour moi, ils ont pris les deux gameplays et ils ont dit, oh, fusion. Et hop, ils ont fait le mode, évidemment, qu'on connaît de Fortnite, qui n'était pas le mode original d'ailleurs du jeu. À la base, ce jeu était un tower defense, c'est ça? Oui, il fallait faire une forteresse et se défendre contre l'invasion d'ennemis. Donc, c'est juste pour vous dire. Et le jeu était payant aussi à la base, donc pour ceux qui s'en souviennent, bah, voilà. Mais bon. Du coup, moi, je suis pas très étonné. C'est pas la première fois qu'ils copient des trucs comme ça. Ils ont fait aussi un mode créatif sur le jeu. C'était très inspiré de ce qui a été fait avec Roblox, par exemple. Et ça se voyait. Ça se voyait qu'ils voulaient profiter de cette mode qu'il y avait. Et du coup, là, ben, ils ont fait Among Us. Je trouve que toutefois, c'est un petit peu bizarre qu'ils soient aussi en retard sur Among Us. Alors, ils ont pris du temps à le développer, ce qui m'étonne un peu parce que, vu qu'ils ont basiquement un peu copié tout, pourquoi ça leur a pris autant de temps? Donc, c'est un petit peu bizarre qu'ils mettent autant de temps. C'est un peu comme YouTube qui sort des stories 3 ans après que les stories soient devenues populaires. Et t'es juste en mode, c'est bien YouTube, mais t'es un petit peu en retard peut-être. Et là, je trouve qu'ils sont un petit peu en retard. Évidemment, Fortnite est un énorme jeu avec beaucoup de gens qui y jouent. Donc, le mode de jeu sera populaire forcément. Mais c'est un petit peu étrange. Donc, yep, on verra bien. Ensuite, quelque chose qui, par contre, m'a assez bien étonné, c'est que Google a annoncé le Google Pixel 5a. Oui, après je ne sais combien de temps. Donc, pour information, ils avaient sorti le Google Pixel 5 l'année dernière. Et normalement, il y a toujours une version un petit peu moins chère qui sort. C'est la version A. Hein. On avait eu ça avec le 4A et le 3A. Et du coup, là, ben, en fait, le 5A avait mis tellement de temps, les gens se disaient, oh, ben, ils vont pas le sortir, ils vont juste sortir le Pixel 6, et puis voilà. Mais non, ils ont sorti un Pixel 5A pour 449 $. Il a un écran plus grand, il a la résistance à l'eau, mais le reste des specs est très similaire. Donc si vous regardez un petit peu ici, il est pas trop mal. En réalité, il a une batterie de 4680 mAh, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, écran de 6,3 pouces. Il a le double capteur photo du Pixel 5, donc 12 mégapixels et 16 mégapixels. Et il a toujours le même Snapdragon 765G. Donc c'est basiquement le Pixel 5, mais un peu plus grand. Donc c'est un petit peu étrange. En fait, il est mieux que le Pixel 5. Donc c'est un petit peu étrange. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé plutôt Pixel 5S ou 5XL. Je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, yep. Pour ceux qui disaient, oh, c'est le 5A, il est moins bon que le 5. Non, il est réellement meilleur en fait. Et il a du coup les mêmes capteurs photo aussi. Et la même optimisation de Google. Donc, c'est certainement pas le meilleur téléphone si vous voulez les meilleurs specs. Hein, soyons honnêtes, 449 $. Vous pouvez acheter des Snapdragon 870 pour ce prix-là. Mais si vous êtes très intéressé en termes de photo, c'est certainement le meilleur choix que vous avez pour à peu près ce prix-là. Il y a aussi d'autres options qui existent. J'ai vu des sites qui vendaient des Google Pixel 2 et des sites réputés. Hein. J'ai vu un Google Pixel 2 notamment vendu, c'était en dessous de 200 $ aux États-Unis. J'étais en mode, what? Genre, et le Pixel 3 aussi était vendu pour moins de 200 $. Et il date un petit peu hein, comme téléphone, mais le Pixel 3 avait encore un Snapdragon 845, si je me souviens bien, et le 845 est plus puissant qu'un Snapdragon 765G. Il n'a pas la 5G, mais on s'en fiche un petit peu.
et il a toujours un très bon appareil photo. Ils n'ont pas le grand angle sur le Pixel 3, mais yep. Donc, et pour moins de 200$, c'était pas mal. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Je vais peut-être essayer de m'en procurer un. Parce qu'en plus, le site où je l'ai vu, c'est un site qui livre en Europe. Et vous pouvez même prépayer les taxes d'importation. Donc, c'est plutôt pratique. C'est B&H Photo, pour ceux qui se demandent. C'est un site normalement plus appareil photo et tout ça. Mais très pratique d'ailleurs si vous cherchez des trucs au niveau photo. Des fois, ils ont des meilleurs prix qu'en Europe. Et comme j'ai dit, vous pouvez prépayer les taxes. Donc, vous savez. C'est pas une pub, je tiens à le préciser. C'est réellement un site que j'utilise personnellement et que j'aime assez bien. Pour les cartes mémoire, c'est plutôt pratique, par exemple. Bref, dans tous les cas, Google Pixel 5a. Je suis toujours, moi, beaucoup plus intéressé par le Pixel 6 qui devrait sortir fin d'année, octobre peut-être. On a eu pas mal de détails de la part de Google récemment, si vous avez suivi. Et ça, c'est celui qui m'intéresse le plus personnellement. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés de tester Windows 11, il y a une petite news sur le fait que maintenant Microsoft fournit des ISO pour Windows 11. Donc les ISO, vous pouvez soit les mettre sur un DVD, si vous faites encore ça, ou soit tout simplement faire une clé USB bootable. Parce que jusqu'à maintenant, pour tester Windows 11, avec la Developer Preview, il fallait en gros mettre à jour un système existant. Donc c'était pas... Voilà, c'était un peu bancal. Maintenant, vous pouvez vraiment installer Clean Windows 11 directement sur une machine comme ça. Et avec un ISO officiel, parce qu'évidemment, il y avait l'ISO non officiel qui était sorti il y a quelques temps, mais bon. Donc c'est plutôt cool. Il y a même une technique qui est donnée dans cette news ici sur Ars Technica, où vous pouvez éditer le registre et il y a un bypass secure boot check que vous pouvez du coup changer la valeur pour littéralement contourner le fait que vous avez besoin du TPM 2.0. Je vous rappelle que Windows 11 a un drôle de prérequis où vous devez avoir une puce de sécurité sur votre PC qui est activée et cette puce de sécurité n'existe pas depuis hyper longtemps non plus. Donc c'était un petit peu bizarre qu'ils aient fait ce choix-là. Donc pour le moment, on peut bypass. Donc on verra si ça continuera d'être le cas. Après, honnêtement, je pense que ça continuera d'être le cas parce qu'il y aura toujours moyen de traficoter, mais on verra bien. Mais si vous voulez tester Windows 11, c'est certainement la meilleure façon de le faire. Il y a un petit peu plus de nouveautés par rapport à quand elle a été présentée, juste à peine un petit peu plus, mais voilà. Je vous rappelle qu'il doit toujours sortir fin d'année, donc c'est dans pas si longtemps au final. Hein. Donc c'est une version pas tout à fait finie, mais c'est une version qui est proche quand même de l'expérience utilisateur qu'on aura pour la version finale. Même si selon moi, ça reste toujours Windows 10 reskiné. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas juste fait une mise à jour Windows 10. Peut-être qu'ils voulaient faire plus parler d'eux, ce qui techniquement marche. Ou alors peut-être que... Oui, ils voulaient forcer ce TPM, absolument. Pour ceux qui se demandent pourquoi ils forcent ce TPM, bah, ils disent eux que c'est pour la sécurité. Moi, je pense que c'est plus pour tout ce qui est au niveau DRM et s'assurer que les gens utilisent bien du hardware certifié. Mais bon, on verra bien. De toute façon, si vous êtes bidouilleur, vous pourrez toujours bidouiller derrière. Ensuite, on a une petite news au niveau de Sony qui prévoit une nouvelle PlayStation 5, ou plutôt un nouveau modèle qui serait plus léger et aussi un petit peu plus petit, avec des vis améliorées d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, on peut les utiliser avec ses doigts maintenant et pas forcément avoir un outil, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, pourquoi un nouveau modèle dès maintenant? Ça fait un an, enfin ça va faire un an depuis la sortie de la PlayStation 5. Déjà en réalité, oui ça fait déjà un an, la vache. Dans tous les cas, c'est certainement... Moi je vois les raisons, c'est qu'ils n'arrivent pas à fabriquer assez de PlayStation 5. Hein, il y a des problèmes de fabrication. Donc peut-être qu'ils ont fait ce modèle-là parce que il est plus simple à fabriquer tout simplement et qu'ils peuvent en sortir plus rapidement et que ça coûte encore moins cher à fabriquer. De toute façon, ça arrive toujours quand il y a une nouvelle console qui sort. Ils se rendent compte que on peut optimiser ça. Et puis après, il y a aussi une nouvelle révision, peut-être du processeur utilisé sur la console, ou plutôt on va plutôt dire SoC, parce que c'est System on a Chip. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SoC, c'est littéralement, vous mettez tout sur un seul truc. Donc c'est comme la puce M1 de Apple, il y a le processeur, la carte graphique, il y a même la RAM dessus. Voilà, c'est ça un SoC. C'est tout ce qui est utilisé sur smartphone, basiquement. Du coup, là, c'est plus un SoC parce que vous avez CPU, carte graphique, chipset. Il n'y a pas la RAM directement, elle est un peu à côté de la RAM, mais elle n'est pas trop loin. Donc, on peut le dire vraiment ici. Du coup, peut-être qu'il y a une nouvelle révision qui est sortie de chez AMD qui est un petit peu plus efficace, un peu plus facile à fabriquer. Et du coup, ils se disent, autant. Et peut-être qu'ils chauffent un tout petit peu moins. Donc, ils se sont dit, on va faire une plus petite console derrière. M'étonne pas vraiment, personnellement. Ne vous attendez pas non plus à un upgrade de puissance ou autre chose. Hein. C'est certainement pratiquement exactement la même console, juste plus petite.
et plus facile à fabriquer pour eux. Peut-être même qu'ils vont en profiter pour baisser un petit peu le prix pour faire la concurrence à Sony, à Xbox plutôt. Ça pourrait être possible. Donc ouais, plutôt intéressant. On n'a pas d'image pour le moment, donc on verra bien. Et du coup, aussi, il faut tenir compte qu'actuellement, il y a toujours d'énormes problèmes de stock sur les consoles, même aussi pour la Xbox Series X, même si elle est moins populaire. J'ai d'ailleurs réussi à mettre ma main sur une Series X, et j'ai quelques petites vidéos prévues où je vais la comparer à un PC Mini X. Alors, c'est pas forcément, oh, regardez, l'un est mieux, l'un est moins bien. C'est plus genre, hey, si vous ne voulez pas un gros PC qui traîne quelque part, qu'est-ce qui vaut mieux la peine? Prendre juste une console? Ouais. Faire un PC Mini X, ça peut être intéressant, malgré le fait que c'est très compliqué d'avoir des cartes graphiques. Voilà, c'est en gros un petit peu ça le sujet de la vidéo. Et je ferai peut-être d'autres vidéos si vous êtes intéressés, quoi qu'il arrive. Ensuite, on a une news au niveau du Intel avec un leak sur Alder Lake, qui est leur prochaine architecture de processeur. Je vous rappelle, avec 8 gros cœurs CPU, 8 petits cœurs CPU. Donc là, on a eu un leak sur le i9 12900K, ça semble logique, avec une carte mère d'ailleurs de chez Asus, une Strix Z690E. Plutôt logique, je vous dirais rien d'étonnant ici. Et du coup, on a eu des leaks au niveau de tout simplement. Donc, vous voyez, on voit assez bien le nom du processeur et tout ça. On voit aussi que ça utilise de la RAM à 4800 MHz, certainement de la DDR5, donc c'est plutôt intéressant. Et évidemment, cette carte mère, comme on l'avait dit. Et du coup, on a eu quelques chiffres de benchmark qui ne sont pas hyper intéressants, on va être honnête. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a des prototypes, genre, qui sont disponibles. Donc, s'il y a des prototypes maintenant qui sont disponibles, mais peut-être qu'Alder Lake est plus proche de la sortie qu'on ne le pensait. Donc, peut-être pour cette fin d'année ou autre chose. Donc, peut-être qu'ainsi, Intel va avoir de l'avance par rapport à AMD au niveau de la DDR5 notamment, parce que je vous rappelle que Alder Lake supporte la DDR5, il supportera aussi la DDR4, même si je pense pas que ce sera la configuration la plus recommandée. Et aussi, le plus important, le PCI Express 5.0. Donc ça a été confirmé. On devra avoir justement cette nouvelle norme PCI Express sur ces cartes mères, ou plutôt sur ces processeurs avec les cartes mères. Donc ça, c'est très intéressant. Le plus intéressant, ça reste la DDR5, même si je pense qu'au début, là, je reprends par rapport à la sortie de la DDR4. Quand la DDR4 est sortie, au début, les gens, enfin, avant qu'elle ne sorte, il y avait beaucoup de hype en mode, wow, ça va tout changer, tout ça. Et puis quand elle est sortie, elle était mieux, hein. Elle était mieux, mais le problème, c'est que elle était à peine un peu plus rapide, elle était beaucoup plus chère, donc pas très intéressante. Et puis après, évidemment, au fil du temps, elle est devenue encore plus rapide et elle a baissé en prix. Donc là, ça devenait vraiment une bonne upgrade. Mais franchement, à l'époque, quand même la DDR4 était disponible, ça valait la peine des fois d'acheter de la DDR3 qui était en promotion du coup à cause de la sortie de la DDR4. Donc c'est juste pour dire. Donc, yep. J'ai un petit peu peur pour la DDR5 que ça fasse la même chose. Il y a beaucoup de kits qui ont été annoncés à des fréquences complètement folles, 6000 MHz, autre chose. Mais là, comme vous pouvez voir, c'est le kit utilisé ici pour tester avec de la RAM à 4800 MHz. C'est toujours beaucoup mieux que la plupart des kits DDR4 à l'heure actuelle, mais c'est pas plus rapide que la plupart des kits DDR4 en fait. Il y en a déjà à 5000 MHz en DDR4. Évidemment, ils coûtent très cher, mais ça existe. Et le truc, c'est que comme la DDR5 va être nouvelle, elle va certainement coûter cher. Donc voilà, personnellement, je suis impatient, mais j'ai un petit peu peur que ça va coûter assez cher. Donc on verra bien. PC Express 5.0, c'est intéressant, mais pour les cartes graphiques, ça ne fera rien. C'est plus pour le stockage, pour ceux qui se demandent. Et la plupart des gens n'ont pas besoin de stockage plus rapide. Le PCI Express 4.0, on a déjà des SSD maintenant qui font du 7000 MO à la seconde. C'est aussi rapide que la PlayStation 5 qui utilise de la compression pour atteindre ces vitesses-là. Peut même monter à 8000 MO à la seconde. En réalité, la PlayStation 5. Mais c'est juste pour vous dire, là, c'est la puissance brute du SSD. Si on utilisait de la compression encore en plus, on peut aller à des vitesses assez folles. Donc, est-ce qu'on a besoin de plus? Je ne crois pas, mais pour ceux qui se demandent quelle vitesse on pourra atteindre avec du PCI Express 5.0, on pourra atteindre les 14 Go à la seconde pour les SSD. 14 Go, oui. Je ne sais pas si c'est très utile pour la plupart des utilisations, mais ce sera possible. Après aussi, vous pouvez le voir dans le sens que l'avantage ici, c'est qu'on pourra avoir des SSD qui utilisent seulement 2 lignes PCI Express, mais qui sont toujours aussi rapides. Ça peut être utile, je suppose, dans des trucs très petits ou autre chose. On verra bien. Dans tous les cas, on a eu quelques leaks là-dessus et
j'espère que justement on aura Alder Lake en fin d'année. Et j'espère aussi qu'Alder Lake va botter un petit peu les fesses d'AMD pour qu'on garde cette concurrence, hein. Quand AMD botte les fesses d'Intel et puis qu'Intel revient et botte les fesses d'AMD et que ça continue, les gagnants, c'est nous, parce qu'après, nous, on peut acheter des processeurs plus puissants pour moins cher. Ensuite, on a une news au niveau d'AMD et de Zen 4, justement, donc c'est bien en parallèle avec ce qu'on a vu juste avant. Donc, je vous rappelle que Zen 4 sera la prochaine architecture de chez AMD pour leurs processeurs, et ce sera certainement la série 6000, ou peut-être 7000, on verra bien, des fois il y a des trucs un petit peu bizarres avec AMD. Et du coup, on devra avoir justement la DDR5, mais pas de PCI Express 5.0 par contre. Donc ça, c'était assez étonnant. Il y a des diagrammes d'ailleurs qui sont sortis où on voit comment marche un petit peu la plateforme. Donc si vous ne comprenez pas, le gros truc vert ici, c'est le processeur. Ici, vous avez le chipset. Donc vous pouvez voir que le processeur, par exemple, alloue Win PCI Express 4.0, plus autre ligne PCI Express 4.0 qui peut être utilisé pour les cartes graphiques. Donc ça peut être combiné sur un seul slot pour faire du x16. Et puis après, vous avez un slot M.2. Il y a d'autres lignes qui partent pour tout ce qui est port USB, parce que pour ceux qui ne savent pas, les ports USB via des chipsets utilisent du coup des lignes PCI Express pour avoir plus de ports USB. Donc ça, c'est important. Et puis d'autres petites lignes réservées à d'autres choses. Et vous avez aussi justement le chipset qui, lui, est sur la carte mère et vous offre encore un petit peu plus. Donc plus de slots M.2, plus de ports USB et aussi les ports SATA. Évidemment, ça semble très important. Donc là, ce qui était intéressant sur ce diagramme, c'est qu'on voit qu'on a le support de la DDR5 ici, ça se voit. Donc dual channel, donc 2 dual channel maximum, donc 4 barrettes maximum. Et nous avons le PCI Express 4.0. Et un autre truc assez intéressant aussi qui est arrivé dans les leaks récemment, et je vous rappelle que cette architecture arrivera toujours en 2020, c'est qu'on devra avoir une partie graphique intégrée. Donc un petit peu comme Intel avec les versions K normales, où vous avez toujours une partie graphique qui n'est pas toujours la plus utile forcément, mais ça dépanne quand par exemple vous avez du mal à acheter une carte graphique. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils le font honnêtement. Et du coup, ce serait une partie graphique qui d'ailleurs est sous RDNA 2.0. Donc ça, c'est très intéressant parce que RDNA 2.0, c'est la même architecture qu'on a vue dans le Steam Deck et est plutôt puissant, surtout dans un processeur aussi justement genre aussi gros en quelque sorte. Là, c'est un vrai processeur de PC fixe. Donc il y aura certainement un GPU qui monte plus haut en fréquence et qui devrait donner encore plus de puissance. Donc ça reste une rumeur pour le moment, mais ça pourrait être très intéressant franchement. Et du coup, cette rumeur vient du fait au niveau d'une fiche de compatibilité, on voyait justement que les ports USB type C supportaient l'hybride GFX, donc ça indiquerait qu'il y a justement un chipset graphique intégré. Donc voilà, pour ceux qui se demandent d'où vient un petit peu cette rumeur. Après, évidemment, faudra voir. Et ça venait d'un doc justement qui parlait du socket AM5, qui sera du coup le nouveau socket d'AMD sur les prochaines cartes mères. Donc si vous avez déjà une carte mère AMD, malheureusement pour vous, si vous voulez upgrade, il faudra upgrade aussi la carte mère. On savait que ça arriverait, faut pas se voiler la face. Ça fait déjà 3 générations qu'AMD garde le même socket. Il y a un moment, il faut bien qu'il change. Ça semble logique. Surtout que là, c'est un socket plus gros. Et aussi, il devrait changer pour qu'il n'y ait plus de pins sur le processeur. Ce sera un socket LGA comme chez Intel. Donc les pins seront sur la carte mère. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'honnêtement, le problème, c'est que la carte mère, c'est gros. Donc voilà, c'est facile de la prendre en main et tout ça. Il y a toujours une protection pour empêcher d'abîmer les pins. Et c'est seulement quand vous installez le processeur que juste, voilà, vous enlevez la protection et c'est parti. Le processeur, par contre, quand vous devez l'installer, vous devez le prendre dans la main. Et du coup, il est petit, donc des fois, vous pouvez pas faire attention et le faire tomber. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est déjà arrivé à des personnes. Et s'il tombe, c'est fini. Vous allez forcément plier les pins qui sont en dessous, surtout si ça tombe du mauvais côté. Donc c'est pour ça que, ce serait préférable de le déplacer sur la carte mère. Après, ça veut dire que ça simplifie pour AMD, mais pour les constructeurs de cartes mère, par contre, pour eux, ça va compliquer la chose. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Je pense que c'est une bonne chose, mais ouais. Et aussi, du coup, on verra bien ce que ça va donner au niveau du fait que AMD n'utilise pas de PCI Express 5.0. Est-ce que ça va leur coûter cher? Je ne crois pas encore, parce qu'il n'y a même pas de carte graphique PCI Express 5.0 pour le moment. Donc, ça veut dire que ça ne sert pas à grand-chose, franchement, d'aller avoir
pour la plupart des gamers pour le moment. Mais bon, il y a des personnes qui vont vouloir un PC future-proof, surtout avec l'arrivée de la DDR5, ce serait logique. Donc, on verra bien. Ensuite, on a une news un petit peu qui revient sur la news qu'on a vue la semaine dernière sur les cartes graphiques de chez Intel, qui d'ailleurs s'appelleront Arc, pour ceux qui se demandent. Et du coup, c'était une news au niveau aussi du fait qu'ils ont montré un système de, tout simplement, upscaling. Donc là, on voit une image en 1080p, ils l'ont upscale en 4K avec leur propre technologie. Donc oui, on se retrouve avec une troisième technologie d'upscale maintenant. Ça va devenir un petit peu compliqué tout ça. Comme quoi tout le monde le fait maintenant, ma foi. Et du coup, ça semble plutôt être intéressant. Je pense que c'est clairement l'avenir, ça. Et là, il faut bien l'avouer, honnêtement, qu'NVIDIA était assez visionnaire là-dessus. Le ray tracing, ça reste discutable des fois. Ça peut être l'avenir, mais pas forcément, surtout quand on voit ce que fait Epic avec l'Unreal Engine dans sa dernière version. Genre, ils peuvent faire des fonctionnalités qui ressemblent au ray tracing sans utiliser de ray tracing, donc c'est très intéressant. Et ici, l'upscale, par contre, tout le monde est d'accord pour le dire, c'est une technologie qui est faite pour rester. Pourquoi? Parce que ça marche bien. Ça permet d'économiser des performances, mais de gagner en qualité derrière, ou en tout cas d'égaler la qualité, mais en gagnant en performance. Pourquoi forcément de ne pas l'utiliser? Et moi, j'attends par contre la prochaine évolution où on aura de l'upscale pour d'autres trucs. Moi, j'aimerais de l'upscale, genre pour des séries. Genre, vous regardez en streaming, vous n'avez pas une bonne connexion, vous streamez la série en 720p, puis c'est upscale en 1080p, par exemple. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire « Oh, sacrilège, techniquement, ça déforme l'œuvre et tout ça. » Oui, mais en réalité, ça rajoute juste des petits détails qui ne sont pas significatifs. Évidemment, dans certaines séries, ça pourrait poser problème. Peut-être si on voit un petit détail au loin qui est très important à l'histoire et que ça déforme ce détail, ok, mais c'est très rare, franchement, ce genre de choses. Parce que là, on parle vraiment de très petits détails que en streaming, de toute façon, va être perdu avec la compression. Donc, moi, je serais très intéressé d'avoir ça. Je pense qu'on devrait l'avoir plus que pour les jeux vidéo. Parce que le truc, c'est que ils l'ont fait pour les jeux vidéo, mais qu'est-ce qu'ils empêcheraient de faire pour la réalité, enfin, pour des vidéos et tout ça? Ça se fait déjà. Et ils ont déjà la technologie de fait. Donc, je suis même étonné que Nvidia ne sort pas plus de choses à ce niveau-là, ou peut-être qu'on n'ait pas de plugin VLC qui upscale automatiquement les images, ou des plugins sur des programmes de montage pour upscale les images. Ça pourrait être très intéressant. Il y a déjà des trucs pour upscale sur des logiciels de montage, je tiens à le préciser, mais voilà, ça n'utilise pas DLSS ou AMD FSR. Et ça, j'aimerais justement, parce que c'est optimisé, ça tourne sur la carte graphique, ça prend pas beaucoup de performance. Moi, je dis oui. Pour YouTube, ce serait un must, par exemple, parce que la qualité YouTube, des fois, c'est pas trop ça. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué des fois. C'est pas trop ça. Et du coup, c'est une autre part de cette news-là. Il y avait justement des gens qui se posaient la question, est-ce qu'il y aura du ray tracing sur la carte graphique Intel? Oui, normalement, il y en a. Ils en ont parlé même un petit peu. Donc, c'est à peu près garanti qu'il y en aura. Et c'est logique aussi en même temps. Donc, il y aura même du hardware sur la carte graphique prévu pour le ray tracing. Donc, des cœurs spéciaux pour le ray tracing, comme le fait AMD, comme le fait Nvidia, justement. Donc, ça semble logique et ça ne m'étonne pas vraiment. Mais bon, pour moi, l'upscaling, c'est beaucoup plus intéressant. Et enfin, on finit avec une petite news un petit peu troll, on peut le dire. Tesla a annoncé son propre robot, le Tesla Bot, qui, comme l'indique Elon Musk, sera un robot fait par Tesla, en utilisant toute leur expérience au niveau robotique. Ce qui, dans le principe, semble logique, vu que Tesla fait des voitures qui peuvent conduire d'elles-mêmes, en partie en tout cas. Donc c'est basiquement un robot en quelque sorte sur 4 roues. Donc pourquoi pas, oui, faire un robot plus sur des pieds. Donc voilà à quoi il ressemble d'ailleurs. Il a été aussi designé parce que Elon Musk est partisan pour dire que si on fait des IA, il y a de fortes chances qu'elles vont finir par se rebeller si nous botter les fesses. Donc le robot est designé, ou en tout cas les specs indiquent, parce que le robot n'existe pas encore, mais les specs indiquent que ce sera un robot qui sera moins puissant qu'un être humain. Donc ça veut dire qu'un être humain pourrait le battre tout simplement dans un match de pure puissance. Juste si le robot essaie de vous restreindre autre chose, vous saurez vous en défaire. Après, j'ai envie de dire, est-ce que ça concerne un être humain normal? Parce que si je suis un geek qui traîne devant le PC, est-ce que le Tesla Bot va me botter les fesses? J'ai un petit peu peur, personnellement. On verra bien dans tous les cas. C'est juste très concept pour le moment.
Il y a aussi beaucoup, il faut quand même l'avouer, ça vient de leur présentation des AI Day de Tesla, et c'était juste un tout petit bout dans la présentation, parce que pendant le reste de la présentation, ils ont énormément parlé de justement navigation avec reconnaissance d'images via des caméras, et c'était très intéressant, franchement, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant, réellement, tout ce qu'ils ont montré. Et du coup, ben oui, tous les sites d'actualité ont juste montré le Tesla Bot, forcément, comme je le fais à l'heure actuelle d'ailleurs. Mais bon, on sait que Tesla l'a fait exprès aussi pour faire parler d'eux. Donc ouais. Mais bon, je voulais juste parler du fait que suis-je le seul à trouver l'idée d'un robot humanoïde un petit peu stupide? C'est genre, pourquoi faire un robot en forme humaine en fait? C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Les seules utilisations que je vois personnellement, ce sera à la maison, hein, faire le ménage, faire des courses, même si on peut commander en ligne, ça coûte moins cher qu'un Tesla Bot certainement. Mais ouais, faire le ménage, faire des tâches à la maison, réparer des trucs, c'est le seul truc que je vois vraiment un robot de forme humanoïde être intéressant. Parce que là, oui, une maison est conçue pour un être humain. C'est pas une entreprise, c'est pas une usine où il y a plus de place autre chose. Non, c'est fait pour vraiment la forme de l'être humain qui est droite, debout, mais pas très large. Donc, yep, un robot de cette forme-là est peut-être plus adapté. Mais qui voudrait d'un robot comme ça, en fait? Surtout que la politique de test, ou plutôt de développement de Tesla, c'est vendre une technologie sans l'avoir finie, hein, avec l'autopilote, enfin le full self-driving de chez Tesla. Ils l'ont fait payer à beaucoup de gens à l'avance, sans savoir quand ça allait arriver. Et aussi, ils requièrent le fait qu'ils ont besoin de données qui viennent des gens, en fait. Donc, pour une voiture, ça va, parce que ça collecte des données là où vous conduisez, tout ça, mais c'est sur la voie publique, donc ça va encore. Mais imaginez qu'ils font un robot qui collecte des données chez vous. Là, je suis pas sûr que la plupart des gens seraient intéressés. Vraiment pas. Donc, ils devraient sortir un robot qui est directement bon, en fait, qui n'a pas besoin de collecter les données chez les gens, qu'ils ont déjà testé ou pré-testé. Ils ont des trucs de simulation qu'ils ont montré d'ailleurs pendant le RID, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne suis pas sûr. Et puis, il y a surtout le plus grand problème, c'est que, ok, honnêtement, Tesla peut y arriver au niveau logiciel. Vraiment, ils ont la technologie qu'ils ont déjà développée pour leur voiture, mais ça ne règle pas le problème de la robotique en tant que telle. Faire un robot, déjà qui est bien équilibré, faire un système de déplacement pour le robot et tout ça, c'est extrêmement complexe. Boston Dynamics, qui est certainement l'une des entreprises les plus avancées à ce niveau-là, il aura fallu des années et des années pour faire même par exemple leur robot humanoïde à eux qui s'appelle Atlas. Ça a pris des années. Et Atlas devient vraiment effrayant au niveau de ce qu'il peut faire, mais il n'est pas non plus parfait parce que vous avez aussi des vidéos bloopers qui vous montrent Boston Dynamics. Vous voyez tous les fails qu'a fait le robot et vous vous rendez compte que oui, c'est pas encore vraiment complété au niveau technologie. Surtout qu'Atlas aussi fait énormément de bruit. Il y a des ventilateurs dessus et tout. Enfin, yep, ce n'est pas un robot utilisable, franchement. C'est vraiment comme Boston Dynamics l'a toujours dit, c'est pour tester. C'est vraiment pour tester le Spot, leur robot sur 4 pieds, et un truc beaucoup plus intéressant pour la plupart des entreprises, parce que ça marche réellement beaucoup mieux. Donc un robot sous forme humanoïde, pas convaincu. Et surtout, le retard qu'a Tesla là-dessus, ça va leur prendre des années. Ils ont dit qu'ils auraient un prototype dès l'année prochaine. J'ai juste envie de dire, j'ai envie de voir ça parce que j'y crois vraiment pas. Donc ouais, honnêtement, c'était plus un coup de pub. Je pense qu'ils veulent réellement le faire, hein, parce que le but d'un robot pareil, ce serait évidemment de remplacer les tâches chiantes pour les gens, dangereuses, rébarbatives, ce genre de choses, quoi. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Je vous rappelle qu'au début, enfin plus en 1900, la plupart de la population était encore, plutôt 1800-1900, la plupart de la population était dans l'agriculture. Genre plus de 80% des gens travaillaient dans l'agriculture. Maintenant, c'est genre quelques pourcents. Pourquoi? Parce que on a des tracteurs, on a des machines beaucoup plus grosses qui permettent de simplifier le travail et de requérir beaucoup moins de gens pour cultiver beaucoup plus. Donc, ça a permis aux gens de se libérer, de faire d'autres métiers qui n'existaient réellement pas du tout. Donc, ça a été une bonne chose. Même si, évidemment, là, on arrive à la même situation, c'est que les robots arrivent, que vous le vouliez ou non, ils sont même déjà là. En réalité, ils remplacent déjà des jobs, et même pas mal de jobs. Du coup, maintenant, la question c'est
est-ce que ça va être fait correctement cette transition? Est-ce que réellement ils vont faire les jobs inintéressants et les gens pourront se concentrer sur des jobs plus intéressants? Ou est-ce que juste on va dire: «Oh, bah, on n'a plus besoin des gens» et puis on les laisse traîner là et puis basta? Ouais, ce sera à voir parce qu'il y a aussi une énorme différence par rapport à la transition à agriculture vers genre manufacture et tout ça. C'est que à cette époque-là, les entreprises n'étaient pas hyper puissantes. Maintenant, vous avez Amazon. Amazon a plus de puissance que certains pays, c'est pour dire. Même chose avec certainement Apple et tout. Ils ont plus de cash et plus de puissance qu'un pays entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils pourraient juste payer une armée privée, ils auraient une meilleure armée que certains pays. Donc, eux, forcément, s'ils décident de passer à des robots pour certaines tâches, ils le font pas pour décharger les gens, ils le font parce que c'est plus intéressant au niveau économique. Un robot peut travailler 24 heures sur 24, un robot n'a pas besoin de manger, de dormir, et un robot n'a aucun droit, donc c'est plutôt simple. S'il y a un problème, on le remplace. Yep, c'est plutôt facile. Et acheter un robot, vous pouvez juste déduire ça comme des frais de toute manière. Donc voilà, ça simplifie aussi l'équation à ce niveau-là. Donc ouais, faudra voir. Je reste sceptique personnellement là-dessus. Parce que je pense pas que la transition se fera correctement, soyons honnêtes. Mais bon, en théorie, si c'était bien fait, ça pourrait simplifier la vie de beaucoup de gens, et ce serait une bonne chose. Mais j'y crois pas trop. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais faire une petite news par rapport à la chaîne. Déjà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo de justement Setup, donc le Sama PC 2021. J'espère que vous avez bien apprécié. Pas mal de travail, surtout au niveau de la cinématique d'entrée. C'est le gros du travail. Et puis le PC en tant que tel. Mais par exemple, la cinématique, il y avait plus de 70 plans différents que j'ai fait pour la faire. Donc, yep. Ah, ça prend pas mal de temps. Mais bon, moi, je voulais vraiment le montrer sous son meilleur jour, on peut le dire. Et je trouvais ça plutôt classe. Donc j'espère que vous avez bien apprécié. Ensuite, il y a la série aussi que je parlais la semaine dernière de justement questions que vous pouvez poser. J'ai collecté suffisamment de questions pour le premier épisode. Je vais sortir un premier épisode cette semaine-ci, mais ça va être compliqué parce que j'ai une autre vidéo qui arrive avant, qui est déjà finie. Donc voilà, autant sortir la vidéo déjà finie. Donc ça arrivera plutôt semaine prochaine. Donc désolé d'avance, mais ça arrive. Il y a aussi un dernier concept que je prépare depuis très longtemps que je voudrais faire. C'est tout simplement un Texama Show Live, que ça s'appellerait certainement, ou on verra bien. Mais en gros, le principe, c'est, si vous avez des idées de nom, je suis intéressé. Mais en gros, le principe, c'est comme un Texama Show, on parle d'actualité, mais les actualités, en fait, sont centrées sur un invité. Donc, il y a toujours un invité, mais différent à chaque fois. Donc, par exemple, un invité qui serait dans le développement, eh ben, on parlerait de développement, de news développement. Peut-être des news au niveau d'un nouveau langage de programmation, des news au niveau de changements au niveau de certaines plateformes qu'utilisent beaucoup les développeurs. Vous voyez, ce serait vraiment centré sur justement la personne qui est invitée. Et comme ça, ce serait selon moi intéressant, justement. Elle peut parler d'un sujet qui la concerne. Et puis moi, je peux jouer un peu plus le rôle de vous, en fait, qui se pose des questions en mode ok, oui, mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et justement, ça sert aussi un petit peu de mini-interview, vous voyez, un petit peu voir ce que la personne pense de certaines choses. Donc ça peut être très intéressant selon moi. Ça se fait pas trop au niveau tech, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les gens ont la flemme de genre de trouver des gens avec qui faire ce genre de choses, mais bon. Et je tiens à le préciser, c'est pas forcément des youtubeurs. Donc je vais forcément viser des youtubeurs parce que je suis youtubeur, donc c'est plus facile entre youtubeurs. Mais ça me dérangerait vraiment pas d'avoir des profs d'université qui ont un sujet en particulier. Par exemple, ce serait très intéressant d'avoir un prof d'université qui s'y connaît en batterie. Genre, on pourrait parler batterie lithium et tout ça, de toutes les nouvelles batteries qui font les grands titres en ce moment, hein, qui vont révolutionner l'électronique puis qu'on ne voit jamais arriver. Ça pourrait être très intéressant. Donc, yep. Si vous êtes intéressé par ça, dites-moi une suggestion de nom pour la série, parce que je n'ai aucune idée. Et ça, ce serait... Donc, j'essaye de développer des séries qui sont une fois par mois. Donc ça, ce serait idéalement une fois par mois, si j'ai un invité en tout cas. Et puis la série, évidemment, de questions-réponses, ce serait une fois par mois. Donc, vous voyez, le pattern se répétait. J'essaye de trouver 4 séries que je peux faire une fois par mois à chaque fois. Comme ça peut être intéressant pour tout le monde. Il y a aussi un guide d'achat processeur que je dois toujours faire. Donc ça, je vais le faire aussi. Faut juste que j'aille voir un petit peu les prix, parce que les prix ont évolué depuis. Donc, je ne suis plus forcément hyper renseigné sur les prix. Je sais les processeurs qui sont intéressants, mais des fois, d'autres sont plus intéressants selon le prix. Donc, il faut toujours regarder pour les prix. Donc, ça arrive, mais il faut juste que je me renseigne niveau prix.
Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce texte à ma show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve pour un prochain texte à ma show et je vous dis ciao ciao.